Jean Tullard en personne. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Jean Tullard est aussi un très grand connaisseur du cinéma. Mais lorsqu'il vient nous rendre visite, c'est vrai que c'est presque toujours pour parler d'Empire. C'est encore le cas aujourd'hui. Vous allez en effet aborder cet après-midi une affaire criminelle qui a marqué les annales impériales, l'affaire Staps. Et oui, cette affaire Staps, c'est-à-dire une tentative d'assassinat dirigée contre Napoléon lui-même. Ensuite, nous irons en compagnie de Lorena Martin sur les lieux du crime ou de sa tentative. Puis, en cette veille de week-end, nous demanderons à Clémentine Portier-Kaltenbach de nous livrer son coup de cœur. Je vous avoue que tout cela me plaît bien. C'est un bon programme. Début octobre 1809, un bateau vogue sur le Danube en direction de Vienne et à son bord, un Allemand de 17 ans. Vous pouvez imaginer un physique assez anodin, visage agréable, presque adolescent, cheveux châtains, taille moyenne. Bon, apparemment, un garçon passe partout. Et pourtant, ce jeune inconnu qui s'appelle Frédéric Staps rejoint la capitale impériale avec un but peu avouable puisqu'il a l'intention d'y commettre un meurtre. Et pas n'importe quel meurtre, puisqu'il s'agit de tuer Napoléon himself, si j'ose dire. Encore quelques semaines plus tôt, ce simple fils de pasteur menait une vie ordinaire d'apprenti dans un commerce d'Erfurt, au cœur de l'Allemagne actuelle, une existence qu'une révolte profonde est venue troubler, liée à l'actualité mouvementée de l'époque. En cette année 1809, une énième confrontation oppose la France et l'Autriche, mais cette fois, la puissance napoléonienne a semblé vaciller lors de la bataille d'Essling en mai, de quoi agiter les esprits dans le monde germanique qui à l'époque vit sous le joug français, entre espoir et crainte. Quelques semaines plus tard, le 6 juillet, l'empereur des Français a battu les Autrichiens à Wagram. Le combat a été âpre, la bataille décisive. Et pour le jeune Friedrich, devrais-je dire, Staps, dans son comptoir d'Erfurt, c'est, semble-t-il, le coup de trop. Il s'est senti porteur d'une mission, et cette mission, c'est de débarrasser le monde de Napoléon, du bourreau, de ce qu'il considère comme sa nation, son pays en tout cas. Du moins, si l'empereur n'est pas décidé à renoncer à sa politique guerrière. Alors après quelques hésitations, Frédéric a choisi de tout abandonner et d'agir. Puisque Napoléon se trouve à Schönbrunn, près de Vienne, on peut même dire aux portes de Vienne, où il est en pleine négociation diplomatique, le jeune Allemand est décidé à se mettre en travers de son chemin. À son arrivée dans la capitale autrichienne le 7 octobre, Frédéric trouve une auberge et puis le lendemain, il va dénicher un petit logement dans un faubourg de la ville. On le voit courir les troquets, il lit les gazettes locales, il entend bien sûr des nouvelles, des rumeurs sur cette paix qu'on est en train de négocier. Il n'y croit guère, au demeurant, il reste convaincu qu'il n'a d'autre possibilité qu'intervenir. Ainsi, dès le 8 octobre, il prend le chemin du palais, le voilà sur la route de Schönbrunn, au sud-ouest de Vienne. Il a pris avec lui une canne à épée. Il entend se rendre à une revue militaire qui va être évidemment conduite par Napoléon. Savary précise, il est cité par Jean Tullard, l'empereur avait dans la cour du château de Schönbrunn une grande parade à laquelle il faisait venir successivement les hommes qui sortaient des hôpitaux, ainsi que tous les régiments qui avaient le plus souffert, afin de s'assurer par lui-même qu'on les soignait et qu'on rentrait du monde. Ces parades attiraient beaucoup de curieux qui venaient exprès de Vienne pour voir cet imposant spectacle. Il faut imaginer Frédéric s'approchant de l'antre de l'ogre, si je puis dire, de ce palais qui symbolise, qu'on le veuille ou non, la puissance Habsbourg, palais où Napoléon s'est allègrement, tranquillement installé. Il arrive assez tard, il y a beaucoup de monde qui est là, qui se presse, les conditions ne sont pas idéales pour atteindre l'empereur, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors notre jeune homme se renseigne sur les dates des prochaines revues, il est bien décidé à revenir et cette fois il préparera mieux son coup. La prochaine, c'est pour le 12 octobre suivant. Ça laisse un petit peu de temps, notamment le temps d'acheter un véritable couteau de cuisine qui mesure à peu près 40 cm, couteau qu'il entend bien aiguiser pour la circonstance. Et nous voilà au jour J. Frédéric est prêt. Il porte des pantalons grisâtres, une tenue verte. Son visage est surmonté d'un chapeau sombre. Et le voilà qui, à pied, reprend la direction de Schönbrunn. Comme l'explique Édouard Gachot, son plan est assez simple. Sous prétexte de remettre une pétition, faveur alors accordée aux Viennois,
on le laisserait s'approcher de l'empereur. Il remettra un placet, si vous voulez. Alors que son couteau est dissimulé sur lui, il est interrogé par un garde tout près de l'entrée du palais. Il doit être assez convaincant sur ses intentions puisqu'on l'autorise à passer. Et le voilà maintenant de l'autre côté des grilles. Il est sur les lieux de son crime. Il n'y a plus qu'à attendre. Il est environ midi quand Napoléon paraît en haut des marches face à la cour de Schönbrunn. Il a près de lui le général Berthier ainsi que son aide de camp, le général Rapp. Quel suspense! On peut imaginer ce qui se passe dans la tête de Frédéric en voyant cet homme qui domine l'Europe, son excitation, sa résolution. Maintenant, c'est à lui seul, qu'il appartient de changer le cours de l'histoire. Il s'élance en direction de l'empereur des Français. Chaque pas l'approche de son but. Seulement Berthier est là, qui veille au grain, si je puis dire, qu'il voit approcher. Le jeune homme n'est sans doute qu'un simple solliciteur, mais il ne faut quand même pas le laisser s'approcher trop. L'officier vient à sa rencontre, l'interpelle. « Was wollen Sie ? Que voulez-vous » Bien entendu, Frédéric laisse entendre qu'il vient adresser une pétition, qu'il peut le faire, et il a l'intention de le faire directement auprès de l'empereur. Berthier tente de le diriger vers Rapp. Frédéric n'en démord pas. Il reprend sa marche vers Napoléon. Là, vraiment, il n'est plus très loin et c'est à ce moment-là que Rapp intervient pour l'éloigner. L'aide de camp se souviendra, il avait la main droite enfoncée dans la poche de son côté sous sa redingote. Il tenait un papier dont l'extrémité était en évidence. Il me regarda avec des yeux qui me frappèrent. Son air décidé me donna des soupçons. Et bien sûr que Rapp ne va pas rester sans réagir. Il fait intervenir un gendarme pour se saisir de cet individu étrange, le mener à l'écart dans un bâtiment. La surprise qui attend le garde chargé de le fouiller n'est pas mince. Quant à l'interrogatoire, il va prendre un tour carrément étonnant. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, Franck, nous sommes le 12 octobre 1809, nous sommes à Vienne où Napoléon est en train de négocier la paix avec l'Autriche, vaincue à Wagram quelques mois plus tôt. Et c'est alors, vous venez de nous le raconter, qu'au cours d'une parade militaire, Frédéric Staps, un jeune Allemand qui voulait assassiner l'empereur, est arrêté juste avant de parvenir à l'approcher. Alors l'attentat est raté. Oui, plus de peur que de mal. Exactement, mais je me pose quand même cette question. Il y a eu d'autres tentatives pour s'en prendre à Napoléon? Oh là là, oui. C'est Jean Tullard qui nous le dit. Avec Henri IV et Louis-Philippe, Napoléon est le souverain français qui a échappé au plus grand nombre d'attentats. J'allais dire, on ne les compte plus. Tentatives plus ou moins dangereuses qui ont émané de toutes sortes de milieux, des jacobins d'un côté, des royalistes complètement de l'autre côté. L'attentat le plus célèbre, celui qui a le plus marqué l'histoire, c'est celui de la rue Saint-Nicaise. Vous savez, la veille de Noël 1800, on est encore sous le consulat à l'époque, quand une sorte de bombe va exploser dans une petite rue près du Louvre, alors que le carrosse de Bonaparte n'est pas loin. Ça s'est joué là cette fois à pas beaucoup, si l'on peut dire. Le risque d'attentat est resté sérieux. La police, très bien faite, nous en reparlerons dans un instant, surveille évidemment tous ceux qui pourraient vouloir attenter à la vie de celui qui est devenu depuis empereur. La garde rapprochée se tient prête, comme on l'a vu avec Rapp, qui a jugé prudent de faire arrêter ce Frédéric Staps au comportement suspect. Alors, très vite, Rapp apprend qu'il a eu le bon réflexe, qu'il a bien fait. La présence du long couteau de cuisine que cachait Frédéric est révélée. Et quand l'aide de camp lui demande ce qu'une telle arme faisait sur lui, la réponse du jeune homme ne se fait pas attendre. Il ne s'expliquera que devant l'empereur. Il concède néanmoins qu'il songeait bien à l'assassiner, seulement il insiste, il ne livrera ses motivations qu'au souverain en personne. Et bien sûr, on ne tarde pas à tenir Napoléon au courant de l'arrestation. Il vient d'entrer en séance de travail avec son ministre des Relations extérieures, qui à l'époque est Champagny. L'empereur s'interrompt. Il exige que rien ne soit divulgué de l'événement et il demande même qu'on présente ce jeune Frédéric Staps en audience. Vous imaginez cette espèce de coup de théâtre? Et voilà donc d'une certaine manière notre jeune Allemand exaucé. C'est même l'empereur lui-même qui va diriger l'interrogatoire, si on peut dire, avec des questions qui sont immédiatement traduites dans les deux sens. Frédéric ne se laisse pas désarçonner par la situation, il est tout à fait placide. On a l'impression que la résolution qui habite ce jeune homme est plus forte que tout. Quand Napoléon fait redemander quelle était son intention, Frédéric dit simplement « vous tuez ». Quant à sa motivation, elle est claire. Vous faites le malheur de mon pays. Et il ajoute, c'est l'ultime conviction qu'en vous tuant, je rendais le plus grand service à mon pays et à l'Europe qui m'a mis les armes à la main. Staps va révéler aussi
que ce n'est pas la première fois qu'il est en présence de Napoléon. Seulement 1 an plus tôt, à Erfurt, il était venu voir l'empereur de passage en ville et il n'avait pas encore les résolutions qui depuis sont devenues les siennes. À cette époque, il n'avait pas vraiment l'intention de s'en prendre à Napoléon et même, on peut dire qu'il avait été assez exalté par le spectacle qu'il avait eu sous les yeux. C'est vous savez, cette attitude qui consiste pour un Allemand à avoir d'abord applaudi Napoléon et ensuite à l'avoir détesté, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas une trajectoire unique. On pourrait citer un très grand nombre d'exemples. Le plus célèbre, celui qui vient tout naturellement à l'esprit, puisque nous entendions tout à l'heure quelques accents de la symphonie héroïque, c'est évidemment Beethoven. Il n'est pas allé jusqu'à vouloir tuer Napoléon tout de même. Alors au cours de l'interrogatoire, Frédéric revient sur son parcours, il évoque la genèse de son projet meurtrier, il s'explique sans flancher sur un mode qui est assez extraordinaire et sur le fond, disons-le, on a bien affaire à un exalté, mais un exalté qui met les formes, si je puis dire, et qui jusqu'au bout saura conserver son sang-froid. La stupéfaction de Napoléon est si grande, nous dit Jean Tullard, devant le calme, devant la détermination de ce tout jeune homme, qu'il fait appeler son médecin Corvisart, arrivé à Schönbrunn, pour examiner Staps. L'examen médical livre un verdict tout à fait clair. Non, Corvisart est obligé de le constater, Frédéric n'est en rien un fou. Vient alors le moment pour Napoléon de trancher. Et à celui qui était là pour le tuer, il lance cette phrase « Vous avez une tête exaltée, vous ferez la perte de votre famille, je vous accorderai la vie si vous demandez pardon du crime que vous avez voulu commettre et dont vous devez être fâché. » Et Frédéric à ce moment-là répond « Je ne veux pas de pardon, j'éprouve le plus vif regret de n'avoir pu réussir. Diable, il paraît qu'un crime n'est rien pour vous, dit Napoléon. Vous tuer n'est pas un crime, c'est un devoir. Bon, ben là, que voulez-vous ? Il n'y a plus rien à ajouter. L'interrogatoire, si je puis dire, très étonnant interrogatoire, puisqu'il est mené par un empereur, touche à sa fin. Il débouche sur une forme d'impasse. Napoléon essaie néanmoins de toucher Frédéric parce qu'il pourrait être un point faible. Il évoque le portrait d'une jeune fille en sa possession au moment de la tentative d'attentat, mais là non plus, ça ne donne pas grand-chose. Il a l'air inflexible, ce jeune assassin, et dès lors, son sort est scellé, évidemment. Il n'en a pas fini pour autant avec les interrogatoires, et un point néanmoins pourrait inquiéter Napoléon et son entourage. Est-ce qu'il est vraiment possible que ce Frédéric Staps, ce simple apprenti d'Erfurt, ait entrepris un tel attentat de son propre chef et sans aucune complicité? Voilà la vraie question. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de cette histoire étonnante de 1809, l'attentat de Frédéric Staps contre Napoléon. Attentat raté, on vient de le voir. Napoléon interroge Frédéric Staps. Et la question sur laquelle vous nous avez laissé, est-ce qu'il a agi seul, Staps? Alors, en fait, c'est Jean Tullard qui pose la question. La tentative de Staps était-elle inspirée par la cour de Prusse ? Napoléon l'a cru un moment, incapable qu'il était de comprendre la motivation patriotique du jeune Allemand. Il le fit interroger par l'espion Schulmeister. Ah, il y avait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ce Schulmeister qui est toujours là, toujours présent dans ses affaires. Nouvel interrogatoire donc, qui passe de nouveau en revue tous les éléments de la tentative d'assassinat. Seulement, Schulmeister a beau insister sur d'éventuelles complicités, Frédéric affirme toujours qu'il a agi seul. Donc, ce serait l'acte d'un fanatique. Difficile de trancher quand même, il faut sans doute se méfier d'une lecture trop simpliste, même s'il est vrai qu'une lettre de Staps adressée à ses parents au moment de son départ pour Vienne montre une détermination teintée de mysticisme. On lit notamment dans cette lettre « Je priais Dieu de me donner les moyens de pouvoir exécuter mes desseins. C'était au moment où je vis la lumière et qui me parut belle comme Dieu dans sa majesté. Ces paroles, semblables aux coups de tonnerre, me disaient « Pars et fais ce que je t'ai ordonné. Je serai ton guide et je t'appuierai de mon secours. Tu arriveras au but, mais tu sacrifieras ta vie et tu seras heureux avec moi. C'est alors que j'étendis les mains et que je prêtais effroyablement et sincèrement le serment de lui obéir jusqu'à la mort. » On pourrait penser un peu aux écrits qu'avait laissés Charlotte Corday avant de quitter Caen et d'aller commettre son crime. Réussi celui-là contre Marat.
En effet, c'est la mort qui attend Frédéric Staps. Dès le 15 octobre, une commission militaire le condamne à l'exécution sur la base d'une accusation d'espionnage, motif abusif, mais qui permet d'étouffer l'attentat, parce que c'était ça le but politique. Dans la soirée, le verdict est annoncé à l'assassin, qui, fidèle à lui-même, ne sourcille pas, et le lendemain, à 3h du matin, c'est le moment de son dernier réveil. Il s'entretient un moment avec un pasteur, puis il est mené sur un glacis de rempart, où un poteau d'exécution l'attend. Un tissu lui est mis sur les yeux, les grenadiers sont face à lui, mettent en position. C'est un jeune homme de 17 ans qui est en face, quand même. Et il a le temps de s'exclamer « Je meurs pour la patrie allemande, heureux de m'être acquitté envers Dieu de la promesse que je lui avais faite. » Et voilà l'ordre ultime, feu, c'en est fini, de Frédéric Staps. On le voit, c'est un attentat qui ne fait que croiser très furtivement l'épopée impériale. Est-ce qu'on peut parler pour autant d'un épisode secondaire ? Eh bien, il semble que l'empereur ait été ébranlé par cette affaire. Il est même probable que cette affaire ait joué un rôle dans la conclusion effective du traité de paix avec l'Autriche. Une autre considération frappa Napoléon, nous dit Jean Tullard, la fragilité de son pouvoir. Il n'avait pas d'héritier. S'il avait été assassiné par Staps, il avait échappé de peu. Il eût été impossible de crier « Napoléon est mort, vive Napoléon II ». Le poignard de Staps avait manqué Napoléon, mais il tuait Joséphine. Au cœur de l'histoire sur Europe 1.